Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, chers amis, donc c'est mon tour d'intervenir pour essayer une mission qui est quand même relativement compliquée, d'aborder tout l'ensemble des traitements dynamiques du signal dont on dispose dans nos prothèses actuelles en un quart d'heure. Donc on va essayer de traiter les grandes lignes de façon relativement rapide, et je m'en excuse. Stéphane vous a parlé des différents types de codage et du coup des différents types de distorsions qui y sont associés. Et c'est à ces distorsions qu'il va falloir répondre. Céline vous a montré les moyens techniques, tout l'ensemble des mesures qui permettent de quantifier en partie ces distorsions. Et grâce à ces éléments-là, on va pouvoir mettre en place l'ensemble des paramètres dynamiques pour essayer de résoudre au mieux ces difficultés. Il manque un élément primordial malgré tout que nous n'avons pas abordé qui est l'anamnèse et qui va nécessairement influer, au-delà de l'aspect purement physiologique, les paramètres dynamiques à mettre en place. Donc pour gérer ces distorsions de la fonction d'intensité, on dispose de systèmes de compression et d'expansion dans nos appareils auditifs. Je vais traiter essentiellement de la compression, l'expansion, qu'elle soit pour gérer les sons faibles ou des intensités plus élevées. On n'aura probablement pas le temps d'en parler. Le but du jeu, ça va être, comme on le voit sur cette diapositive, avec une typologie dont Stéphane vous a parlé, avec une atteinte exclusive des cellules ciliées externes, d'être capable d'apporter une amplification sélective en fonction du niveau d'entrée du signal, et amplifier de façon importante les sons faibles qui seraient mal perçus, et au fur et à mesure que le niveau d'entrée augmente, diminuer ces valeurs d'amplification. Si l'on devait appliquer à une surdité comme celle-là une amplification linéaire, comme c'était le cas sur les anciennes prothèses, on aboutirait à un dépassement d'une sonie normale et à des inconforts qui seraient très rapidement atteints. Donc pour choisir des paramètres de compression, il va falloir soit faire le choix d'une méthodologie d'appareillage, et à ce moment-là, il va falloir vraiment se tenir aux préconisations de l'auteur, en accepter la philosophie. Et les méthodologies, qu'elles soient liminaires ou supraliminaires, ont des philosophies en termes d'approche dynamique qui leur sont propres et sur lesquelles il faut que vous soyez vraiment au fait. Ou, dans certains cas, procéder éventuellement à des ajustements personnalisés justement de tous ces paramètres dynamiques, que ce soit les facteurs de compression, les seuils d'enclenchement, les temps d'attaque et temps de retour, et qui sont des paramètres qui peuvent avoir des impacts extrêmement importants sur les résultats en sortie, et donc sur les résultats prothétiques, et sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Rapidement, donc, les avantages de la compression, ils sont bien connus. L'objectif numéro 1, c'est de normaliser la sonie chez nos malentendants. Alors ça suppose qu'elle ait été mesurée, comme vient de le parler Céline, avec la plus grande rigueur, ou éventuellement estimée si l'ensemble des éléments ne sont pas à notre disposition pour pouvoir réaliser des mesures dans de bonnes conditions. Un deuxième avantage qui découle de cela, c'est une amélioration de l'audibilité, et à partir du moment où on augmente l'audibilité, on va améliorer l'intelligibilité dans le silence, au seuil, et vous avez par exemple de nombreuses études qui montrent les bénéfices clairs d'une amplification comprimée par rapport à une amplification linéaire. À partir du moment où on donne davantage d'amplification pour les bas niveaux, c'est totalement logique. Et à cela est associée une amélioration significative de la qualité de perception et du confort d'écoute pour nos malentendants, qui récupèrent une fonction de sonie le plus proche possible de la normale. Les inconvénients, parce qu'il y en a aussi, des inconvénients au niveau de la compression, ils sont malgré tout relativement nombreux, sont des distorsions de l'enveloppe temporelle du signal, donc je ne vais absolument pas m'étaler là-dessus, ça fera l'objet d'une communication ultérieure, et une dégradation du rapport signal-bruit qui peut poser des difficultés au niveau de l'intelligibilité dans des environnements extrêmement bruyants. Les facteurs de compression ont un impact sur l'intelligibilité, pas si important que cela, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le calme. Vous avez chez le normand entendant très peu d'impact avec des facteurs de compression qui peuvent aller même jusqu'à 10. Et de la même façon, chez le malentendant, on a peu d'impact dans le calme de facteurs de compression qui pourraient aller au-delà de leurs facteurs de recrutement. Ah oui, il y a un maintien de l'intelligibilité, juste une petite décroissance à partir de facteurs de compression qui arrivent à 10. Ça, c'était des études qui avaient été menées avec des seuils d'enclenchement relativement bas à 45 décibels SPL et des temps d'attaque et de retour relativement courts. Et la même procédure dans un environnement bruyant nous montre que même des facteurs de compression élevés
n'induisent pas une dégradation importante de l'intelligibilité dans le bruit chez le normand entendant, et on a en revanche une très grosse dégradation chez le malentendant. Donc à partir de là, on va faire le choix d'une méthodologie d'appareillage. Donc, ça c'est ma famille préférée, donc j'en parle en premier. On a les méthodologies supraliminaires, qui sont représentées aujourd'hui par CTM de François Leher et le pré-réglage de Xavier Renard, où l'objectif, ça va être de normaliser dans la mesure du possible la sonie dans sa globalité, avec des facteurs de compression qui vont être prescrits en faisant le rapport des dynamiques du malentendant par rapport à celle du normand entendant. Et l'objectif de ces méthodologies, ça va être de ramener l'ensemble de l'environnement acoustique dans la dynamique du malentendant, chaque dynamique, chaque bruit devant reprendre sa place dans la bonne proportion, au bon endroit, dans la dynamique du malentendant. Donc on a une dynamique globale qui doit faire à peu près 110-120 décibels selon les fréquences, que l'on va comparer à la dynamique résiduelle entre le seuil et l'inconfort chez le malentendant, pour pouvoir déterminer pour chaque fréquence, à partir du moment où le seuil et l'inconfort ont été mesurés correctement, des facteurs de compression pour l'ensemble des fréquences. Donc pour le pré-réglage, on va pouvoir faire une analyse globale de cette dynamique entre seuil et confort. Pour CTM, on a la particularité de pouvoir subdiviser le champ dynamique en deux parties, une partie conversationnelle entre le seuil et le confort et une deuxième partie entre le confort et l'inconfort, qui pourrait éventuellement nous permettre de déterminer deux facteurs de compression différents. Au niveau des méthodes liminaires comme NAL, l'objectif de NAL, notamment au niveau de NAL NL1 qui était la première version non linéaire, l'objectif assumé c'était de maximiser l'intelligibilité de la parole pour tous les niveaux d'entrée et de maintenir un volume général de la parole à un niveau égal ou inférieur à la sonie normale. Ces méthodes, elles évoluent pas mal dans le temps. On est arrivé à des nouvelles versions, donc NAL NL2 par exemple, où les objectifs initiaux sont les mêmes, mais des études sont venues alimenter les réflexions des auteurs. Et une étude de Neumann, par exemple, a montré une meilleure acceptation de facteurs de compression élevés, parce qu'on pouvait reprocher dans certains cas un manque de confort de ces méthodes-là. Ils se sont rendus compte qu'on pouvait avoir une acceptation meilleure de facteurs de compression élevés en mettant des constantes de temps plus lentes. Et du coup, les auteurs ont proposé, dans la version NAL NL2, des facteurs de compression plus élevés, avec des seuils d'enclenchement un petit peu plus bas que NAL NL1 pour les surdités légères et moyennes, en acceptant des facteurs de compression jusqu'à 3, ce qui n'était pas possible forcément sur la première version, tout en donnant quand même moins de compression pour les surdités sévères et profondes, qui ont besoin quand même de laisser passer une partie de la dynamique. Donc vous avez entre les deux versions NAL NL1, là par exemple pour une surdité plate à 60 décibels HL, des cibles qui sont relativement différentes, avec notamment beaucoup plus de compression pour la nouvelle version de NAL. DSL a une approche relativement différente en termes de Sony. L'objectif, c'est d'avant tout de procurer un maximum d'audibilité en maintenant donc une Sony confortable. Le but du jeu, c'était vraiment de prendre une très grande dynamique d'entrée et de l'emmener dans le champ résiduel du malentendant. Et donc pour cela, ils sont obligés, bien entendu, de mettre des facteurs de compression élevés avec des seuils d'enclenchement bas. Sauf que du coup, cette méthode avait quand même quelques difficultés à être acceptées par des adultes avec des surdités acquises. Donc les objectifs ont légèrement évolué et les auteurs de DSL ont fini par ramener l'IDR, donc la dynamique d'entrée, de la réduire de 20 décibels, ce qui conduit du coup, quand on prend une dynamique d'entrée un petit peu plus faible, à réduire la pente de Sony de nos appareils et donc de réduire le facteur de compression. Si on prend un exemple avec une typologie dont a parlé Stéphane, avec une atteinte exclusive par exemple des cellules ciliées externes, qui va se traduire donc par une élévation du seuil liminaire, une légère élévation donc dans une moindre mesure qui traduit le recrutement, en tout cas dans cette partie de la dynamique du niveau de confort, et théoriquement un inconfort qui doit rester sensiblement le même que celui du normand entendant. Si on part d'une méthodologie, par exemple, on va essayer de normaliser le confort comme CTM, on va pouvoir déterminer une valeur de gain pour un niveau confortable d'entrée, ici donc 60 décibels, et en faisant le rapport des dynamiques seuil confort versus seuil confort chez le malentendant, on a par exemple dans cet exemple un facteur de compression qui sera de 1,85 avec un seuil d'enclenchement bas comme c'est préconisé dans cette méthode, auquel on va pouvoir associer une limitation du niveau de sortie. Et donc avec ce facteur de compression qu'on a mis en place, on va pouvoir normalement traiter inversement les distorsions de la fonction de Sony qui ont été introduites par les distorsions neurosensorielles.
Si on prend la deuxième typologie dont a parlé Stéphane, à laquelle on va associer une atteinte des cellules ciliées internes, on va avoir une fuite de l'inconfort avec du coup un changement de pente dans la fonction de Sony du malentendant qui est relativement importante, dont on va pouvoir éventuellement tenir compte en analysant séparément les deux dynamiques entre seuil confort et inconfort, et donc proposer avec deux seuils d'enclenchement, deux facteurs de compression et deux courantes de compression différentes. Je reviens rapidement, mais ça fera encore à nouveau l'objet de communication ultérieure au niveau de l'aspect temporel. Les temps d'attaque et temps de retour, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, parce que ce qui a permis NAL NL2 d'augmenter les facteurs de compression. Lorsqu'on met en place des temps d'attaque longs avec des temps de retour longs, ça va aboutir à une linéarisation de la perception par le malentendant. C'est-à-dire que quand on a des temps d'attaque longs, l'appareil, quand on a des bruits comme ça relativement fluctuants, l'appareil n'a pas le temps de diminuer autant qu'il le devrait son niveau d'amplification. Dès que l'on arrive dans un niveau d'intensité un petit peu plus bas, il n'a pas non plus le temps d'augmenter pleinement l'amplification telle qu'il le devrait avec la pente de compression, et ça aboutit à une perception qui linéarise un petit peu le signal. Je vous en parle parce que le fait de mettre des temps d'attaque longs et des temps de retour longs, tel que c'est préconisé par exemple par NAL NL2, ça peut quand même poser un problème qui est celui de ne pas gérer les bruits impulsionnels qui n'auraient pas le temps d'être pris en compte par la compression. Et c'est là qu'intervient la limitation du niveau de sortie, qui est une notion qui est quand même extrêmement importante. Cette limitation du niveau de sortie, il va falloir qu'on puisse l'encadrer par le haut et par le bas. Il y a une valeur maximale qui ne devra en aucun cas être dépassée, qui correspond à la valeur ramenée en SPL du seuil subjectif d'inconfort qui aurait été relevé chez le patient auquel on rajoute la résonance naturelle du conduit. Donc ça, c'est vraiment un critère primordial. Ne jamais dépasser en sortie l'inconfort du patient. Et une notion qui est aussi importante, qui est la valeur minimale de ce niveau maximum de sortie, en deçà duquel il ne faut pas se permettre d'aller en tout cas. Cette valeur minimale, c'est celle dont on pourrait dire que, en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, si par exemple on a besoin que notre patient puisse avoir des niveaux de performance conséquents pour une perception de la voix forte, ces crêtes de la voix forte qui se situent à peu près vers 90 dB SPL, eh ben, on va faire en sorte de ne pas dégrader le gain que la méthode que vous auriez choisie, par exemple, vous aurait prescrit pour amplifier correctement cette dynamique de parole-là. Donc, bien faire attention à limiter donc, par le haut et par le bas et l'inconfort. Et je vous remercie de votre attention. Allez dans les salles. Alors, merci à tous les trois. On va tout de suite demander à la salle s'il y a des questions. Je crois que le dispositif de questions sur l'application, à mon sens, n'a pas fonctionné encore. Donc les micros sont toujours disponibles, bien sûr. Et le temps de féliciter encore chaleureusement les trois orateurs. Je pense que la salle a probablement des questions. Donc moi j'ai les lumières dans les yeux, donc je ne vois pas s'il y a des mains qui se lèvent. Franck a une question. Voilà, donc la parole à Franck Lefebvre. Merci. Lorsqu'un patient a une intelligibilité qui se détériore lorsque l'on augmente l'intensité, selon vous, c'est dû le plus souvent à des désordres purement cochléaires ou bien à des problèmes de conduction neurale? Et est-ce qu'il y a un moyen de le déterminer? Je me permets ? Oui, je me permets. C'est gentil de me permettre. Très très bonne question, effectivement. La question sous-jacente, c'est est-ce que ce qu'on a très longtemps appelé du surrecrutement, c'est-à-dire une courbe en cloche de la vocale, est-ce qu'on peut rapprocher ça de ce dont je parlais tout à l'heure sur les surdités de presbyacousie neurale? C'est ça en fait l'idée. C'est une très très bonne question. Je ne pense pas qu'on puisse malheureusement, par un simple test vocal, pouvoir faire clairement la différence entre un désordre neural, de type neural. Je pense que c'est prédominant, ce désordre de type neural dans ce type d'atteinte vocale, mais on ne peut pas exclure non plus des désordres un petit peu plus rétrocochléaires ou endocochléaires,
Parce que, comme on a vu tout à l'heure, mais si c'était endocochléaire, les désordres, ils vont, bizarrement, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les cellules ciliées externes, elles réduisent leur activité progressivement avec l'intensité. Donc les désordres psychoacoustiques purement cochléaires, ils vont plutôt en se réduisant avec l'intensité, paradoxalement. Hein, on parle, je vais juste donner cet exemple, bien que ce ne soit pas mon domaine d'intervention aujourd'hui, mais par exemple au niveau de la sélectivité fréquentielle, hein, la sélectivité fréquentielle d'un normo-entendant à 90-95 décibels n'est pas meilleure que la sélectivité fréquentielle d'un malentendant surdité neurosensorielle cellules ciliées externes à 90 ou 95 décibels, puisque de toute façon, les cellules ciliées externes du normo-entendant sont très peu actives à ces intensités-là. Et c'est elles qui amènent la sélectivité fréquentielle. Hein, je ne sais pas si ça sera abordé tout à l'heure. Donc la question est oui, je pense que lorsqu'on a une dégradation de la vocale à haute intensité, on doit prioritairement penser à une composante neurale, on va appeler ça comme ça, c'est rarement des surdités purement neurales, on ne parle pas de neuropathie. Et finalement, en fait, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est ce que tout le monde fait, hein, c'est-à-dire faire attention à ne pas emmener trop de paroles dans ce troisième tiers de la dynamique. C'est ça la clé. C'est bien joli, les méthodes de pré-réglage qui ne tiennent pas compte des seuils d'inconfort, qui ne tiennent pas compte de ces choses supraliminaires. Hein. Céline en a parlé, elle a raison. Le NAL, Dillon, il dit qu'il vaut mieux prédire que mal mesurer le seuil d'inconfort. Il a raison. Sauf que si on le prédit et qu'on part du principe que tout le monde n'a qu'une atteinte des cellules ciliées externes jusqu'à 50 décibels de perte auditive, ce qui n'est pas vrai, hein, c'est pas parce qu'on a 50 décibels de perte auditive qu'il n'y a qu'une atteinte des cellules ciliées externes. Mais si on part de ce principe-là, on va soit sous-exploiter le troisième tiers de la dynamique qu'on aurait pu exploiter si on s'était rendu compte qu'il y avait une atteinte des cellules ciliées internes. Hein, c'est 10 ou 15 décibels de haute dynamique qu'on ne va pas exploiter parce qu'on a parti du principe qu'il y avait un recrutement complet sur la perte de sensibilité. Ou alors, au contraire, l'inverse, si on ne va pas chercher justement la perception de la parole, comme je vous rappelle, hein, c'est le professeur Lafont hein, qui nous disait de faire des tests de parole à forte intensité. 80% des audioprothésistes aujourd'hui ont oublié ça. C'est bon, à 60 décibels, j'ai mon 100% d'intelligibilité, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein, et reprenez les bouquins d'il y a 50 ans où on vous expliquait qu'il fallait aller chercher de l'information aussi dans des niveaux supraliminaires plus élevés. Hein, c'est Lafont qui nous disait ça il y a 50 ans, hein, voire plus. Et là, comme le dit Franck, et c'est bien d'avoir posé cette question, là vous allez vous rendre compte que tantôt il faut mettre un peu moins de compression parce qu'il y a une atteinte des cellules ciliées internes et que vous avez une zone de dynamique haute que vous allez pouvoir exploiter, que vous n'auriez pas pu exploiter si c'était simplement une atteinte des cellules ciliées externes. Et s'il y a une atteinte neurale et que vous avez des distorsions de la perception de la parole à haute intensité, vous allez au contraire mettre un petit peu plus de compression que d'habitude pour éviter d'emmener trop d'informations dans cette zone la plus distordue, hein, qui est, je vous rappelle, le troisième tiers de la dynamique dans le cadre des presbyacousies neurales. Voilà. J'ai été long dans ma réponse, j'espère que c'était clair. Voilà. Non mais c'est un message important et en tout cas qui est clair. Une première recommandation en ce début de matinée qui a déjà été déclamée ici plusieurs fois, hein, mesurer les seuils, observer les seuils subjectifs d'inconfort pour en retirer des informations. Ça, c'était quand même, on n'en parlait pas beaucoup là sur cette atteinte neurale, mais je pense que ce que tu as dit, Stéphane, est important. Essayer d'observer ce qui peut être atteint. Et puis le deuxième message qui a été véhiculé avant, c'est que si vous faites des seuils d'inconfort, il faut bien le faire. Et le faire toujours de la même manière. Est-ce qu'il y a, on a la place pour une autre question, je pense, mais après on va essayer d'enchaîner. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, je vois une main qui se lève. Il me semble que c'est Stéphane Gallego. Voilà. Je le présente, on gagne 10 secondes. Et on t'écoute. Ça marche. Ouais. Je voulais juste en fait moduler les choses, c'est qu'aussi, à mon avis, il faut faire le seuil d'inconfort régulièrement parce qu'il y a de l'acclimatation et de la plasticité. Donc ce qu'on fait à J0, ça évolue. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire que on peut avoir des grosses augmentations de la dynamique au bout de 2 à 3 semaines de stimulation avec une aide auditive.
Donc il faut le faire, mais il faut aussi le faire et le refaire régulièrement. C'est ce que tu dis là est vrai, et c'est surtout vrai pour le seuil de confort. Hein. Il y a les études d'acclimatation, donc les études longitudinales d'évolution des mesures de SONI, ont montré au cours de l'appareillage, hein, c'est bien placé pour en parler, c'est ma thèse, au fur et à mesure de l'appareillage, une évolution légère, et Stéphane a raison, des seuils d'inconfort, mais c'est un peu moins vrai, hein, que l'évolution des seuils de confort. Sur une surdité neurosensorielle de type Presby-Acousi avec une perte d'une 50aine de décibels, vous avez sur les 2 premiers mois d'adaptation une augmentation de 5 à 10 décibels des seuils de confort. Et c'est pour ça que vous avez besoin de sous-corriger en début d'appareillage, et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'appareillage, il faut augmenter le gain, parce que sinon votre patient il finit par vous dire qu'il a un vrai manque de gain. Hein. C'est à cause de ce phénomène d'accoutumance. Mais ça, vous le savez, évidemment, je ne prétends pas vous apprendre quelque chose. Très bien.